France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce vendredi 22 novembre, la Cour suprême israélienne vient d'inculper le Premier ministre pour corruption, fraude et abus de confiance. Pensez-vous que cette décision sonne la fin de l'ère Netanyahou? On en parle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000 avec Sabrina Sebaï, Audrey Pronosti et Tarek Mami. À 8 tranchées justement de Audrey Pronosti tout à l'heure à ne pas louper. Ça risque d'être émotionnellement parlant très fort. Le zapping. Et le 5 décembre qui approche à grands pas, le gouvernement redoute cette journée de grève générale. Comment fera-t-il pour y échapper ou pour minimiser? C'est la question qu'on pourra éventuellement se poser tout à l'heure, sans oublier. Et en fin d'émission, le quiz. Le Grand Forum, Christophe Fraud, 16h-18h, sur France Maghreb 2. Et en guise de coup de cœur, en ce vendredi, quelques idées de sortie pour ce week-end, notamment du côté de Orly, pour faire un petit big up à notre ami Philippe Bouriaki. Asdine de Passerelle Orly Sud. Bonjour Asdine. Bonjour Christophe. Toujours au cœur des événements, j'ai envie de dire, avec ce grand événement, en compagnie d'une artiste confirmée ce week-end, puisque demain, vous aurez la chance de recevoir la très belle et talentueuse Souad Massi, Asdine. Tout à fait Christophe, non seulement elle est talentueuse, mais c'est une femme engagée. Engagée sur la cause des enfants, sur la cause des femmes, depuis de longues années. En plus, quand on l'a contactée, il n'y a jamais eu d'hésitation, elle a dit oui tout de suite. Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement demain à l'occasion de cette journée à Asdine du côté du centre culturel d'Orly? Eh ben, il va se passer beaucoup de choses, Christophe, puisque ça va être, on l'a appelé la nuit de la solidarité, on va essayer de la prolonger jusqu'à tard dans la nuit. Donc, au programme, il va y avoir, donc, au départ, on va diffuser un petit teaser, un film, donc, sur nos actions avec les enfants syriens depuis 3 ans. C'est un documentaire qu'on prépare et qui sera prêt, j'espère, Inch'Allah, pour le mois de janvier. Ouais. Ensuite, il y aura le concert de Souad Massi elle-même. Voilà. Et puis, il y aura l'entracte. Et il y aura une expo aussi sur les enfants syriens, de très belles photos de situations différentes et variées. Et puis, dans le hall, on aura la fanfare Ziara. Il y aura le bal de la fraternité, de la solidarité jusqu'à tard. Très bien, donc c'est une belle soirée. Ça commence à quelle heure demain, Asdine? Alors, ça commencera, Christophe, à 20h30, pétante. Voilà, et on demande aux gens d'arriver un peu plus tôt, comme ça on va pas bousculer le programme. L'idée, c'est avant tout une soirée de solidarité, donc l'idée, c'est de leur donner un petit peu des informations sur notre action, sur nos choses comme ça, qu'ils puissent voir l'expo, qu'ils puissent voir le film. D'accord. Donc, voilà. Bon, alors demain, rendez-vous donc le 23 novembre, demain samedi à Orly, centre culturel d'Orly. L'adresse? L'adresse c'est 1 place Gaston Viens, V-I-E-N-S, 94 310 Orly. Et éventuellement, pour les places qui restent, vous pouvez appeler le 01 48 90 24 deux fois. 48. 01 48 90 24 deux fois. Et rendez-vous demain pour cette très belle soirée proposée une nouvelle fois par Passerelle Orly Sud, Asdine. Merci et bonne soirée pour demain avec la très belle et talentueuse Souad Massi. Merci à toi, Christophe, qui sont à nos côtés. Un grand merci. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est vendredi et nous sommes aujourd'hui le 22 novembre. J'espère que vous allez tous bien. Et comme chaque vendredi, il est là, mais la galanterie voudrait que je commence évidemment par ces demoiselles. Madame Sebaï, Sabrina, bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps, Sabrina. Oui, un grand bonjour à tous les auditeurs du Grand Forum. Tu nous avais manqué. Merci, moi aussi vous m'aviez manqué. Bon, tout va bien en ce moment, ça se prépare bien du côté de Ivry-sur-Seine? Écoute, ça va, super. Tu as été désigné depuis un petit moment maintenant, oui, tête de liste. Exactement, et puis validé par le Conseil politique régional cette semaine, donc officiellement candidate pour ELV à Ivry. Mabrouk, comme on dit. Mabrouk, voilà. Audrey Pronosti, journaliste, comment ça va Audrey? Bah ça va super, hein, comme à chaque fois que je suis là, hein, de toute façon. Voilà. Tu sais, je me répète, hein, mais bon, c'est sincère. Monsieur Tarek Mami, bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je sais que Tarek sera le premier à vous féliciter parce qu'il est de ceux, et ils sont
malheureusement pas si nombreux que ça, à justement inciter toutes celles et tous ceux qui ont une parole à faire valoir aussi, à s'investir et à investir aussi les partis politiques, ce que t'as fait Sabrina, à l'image de Philippe, de Nasser, de Dionor et de quelques autres. Donc bravo et félicitations. Ouais. Et espérons que c'est un début, c'est pas une fin. Et il faut que ça fasse partie de notre vie normale, routinière, quotidienne, et qu'on ne s'étonne plus quand on apprend ce genre d'informations. Et j'espère qu'un jour je dirai de mon vivant. Et alors? Ouais, c'est ça. Sabrina, ça va? Il y a quand même beaucoup de concurrence à Ivry. Vous êtes combien? Pour le moment, il y a le candidat, donc le maire sortant qui est candidat déclaré. Il y a une candidate pour la République en marche. Oui. Il y a un candidat pour les Républicains. Ouais. Et il y a moi. Ouais. A priori soutenu par la France Insoumise. Ah. Donc, oui. Je sais pas si ça porte chance, ça, hein. Oh, bah si, en tout cas, c'est comment dire le contraire de ça porte chance, ça dégécence, je sais pas comment on va dire ça enlève les chances de l'opposition et de vote pour quelqu'un d'autre. Même si fondamentalement, moi je suis pas pour l'alignement des logos sur une affiche parce que je trouve que ça veut plus rien dire aujourd'hui, mais pour moi l'essentiel c'est vraiment le cœur du projet politique qu'on va proposer aux Ivriens et aux Ivriennes en 2020. Et vous pouvez estimer que l'essentiel dans ce soutien, c'est qu'il n'y a pas un candidat qui sort de ce parti pour concurrencer, pour prendre quelques voix. C'est comme ça qu'on analyse en politique. Combien d'habitants à Ivry? Ceux qui ne soutiennent, 61 000. Ceux qui sont pas contre ne s'opposent pas, n'enlèvent pas les voix. 61 000. Vous vous rendez compte, Tarek, c'est une belle ville quand même, hein? Ouais. Oui. Hein? Prenable, quoi. Ouais, prenable. Ouais, parce que ça présage beaucoup de travail. Oui, mais le corps électoral est de combien? Il y a 20 000, à peu près 20 000 inscrits. C'est déjà plus simple que ça. Ouais. Et en général. Et sur les élections municipales, il y a environ 50% d'abstention. Voilà, donc, c'est bon. Voilà, donc en clair 13 000, 14 000 votants, quoi. Voilà, donc il faut avoir 6 000, 7 000 pour passer, quoi. Exactement. Ouais, mais déjà, on part sur une bonne base. Oui, qu'il tout faut à se fait. dire. Oui, c'est ça. Terre de gauche, c'est une terre historique communiste, hein, Ivry. Tout à fait, c'est une ville communiste depuis 95 ans, donc depuis 1925. Et elle est toujours communiste à ce jour? Oui, toujours. D'accord. Voilà. Donc le défi, c'est de la faire basculer. Ouais, mais super, Sabrina va arriver, je sens que... Ouais. Le défi, c'est d'aller dans la transition écologique que tout le monde réclame aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, l'important. Non, mais en plus, t'es convaincante, hein, donc de ce côté-là. Est-ce que si vous passez le premier tour, ça veut dire que c'est gagné pour après? Ça dépend face à qui. J'espère. En tout cas, l'objectif, il est clair, c'est celui d'arriver en tête de la gauche et des écologistes le soir du premier tour. Ouais. Et effectivement, après, on verra comment créer les conditions pour réunir l'ensemble des forces politiques de gauche et écologistes sur la ville pour garder, parce qu'on est quand même dans une forme de continuité des politiques publiques qui ont été mises en place. Moi, je sors d'un bilan de mandat avec la majorité sortante que je ne renie pas. Hein. Il y a une grande partie du mandat qu'on assume complètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on va aller plus loin sur la transition écologique. C'est demandé, et puis on estime qu'aujourd'hui on est à la hauteur pour aussi diriger des villes. Donc vous êtes de cette majorité sortante avec les communistes, oui. Et vous proposez, donc j'allais dire, l'alternative à l'existant. Moi j'ai tendance à dire que je propose une alternative bienveillante à ce qui a été fait jusqu'à présent. Bienveillante, très bien. Bon, eh bien c'est beaucoup moins bienveillant pour le coup. Ce dont on va parler maintenant, ça se passe en Israël. Si, c'est bienveillant pour les Palestiniens. Oui, attendez, je vous poserai une question tout à l'heure. La Cour suprême israélienne vient d'inculper le Premier ministre pour corruption, fraude et abus de confiance. Pensez-vous que cette décision sonne la fin de l'ère Netanyahou? Puisque c'est de lui dont il s'agit. Quand même, Tarek, en Israël, oui. On peut dire ce qu'on veut, mais on n'hésite pas à mettre des anciens premiers ministres en tôle, au Heps. Et je crois même qu'il y a un président de la République qui a passé quelques années pour harcèlement sexuel sur sa secrétaire. En tout cas, c'est vilain temps, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est vilain temps pour lui, hein. Même si c'est pas forcément la fin, c'est vilain temps. Moi, j'ai une nouvelle définition. Ce n'est pas la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient entre Israéliens de confession juive. Oui, oui, c'est exactement ce que j'aurais dit, c'est-à-dire que si effectivement. on sort de la question palestinienne, voilà. l'État israélien, il est démocratique. Non, puisque ils ont adopté même la loi de l'État, qui dit clairement, article 1er, c'est un pays, c'est un État pour les Juifs. Donc, c'est une bonne démocratie pour les Juifs qui vivent en Israël.
Oui, voilà, oui, on a bien compris. Ouais. Et on voyait tous ceux d'ailleurs qui ont soutenu Netanyahou, qui ont retourné complètement leur veste. On voyait sur les tweets hier de quelques personnalités ici françaises qui étaient pro-Netanyahou, qui hier lui crachaient dessus, quoi. C'est impressionnant. Les Tunisiens, ils ont une belle phrase terrible en arabe, mais qui existe dans toutes les langues du monde. Allah yansir al-masbah, que Dieu vienne au soutien de celui qui est au pouvoir ce matin. Ouais. Et en France, on dit le roi est mort, vive le roi. Est-ce que c'est la fin de l'ère Netanyahou, Tarek Mami? Bah oui. Oui. Bien sûr, clairement. Son parti ne le mettra pas à la tête, il va le rejeter comme les hommes politiques français d'hier. Et les gens qui le soutenaient parce qu'il était dans l'extrémisme politique vont dire de toute façon il va pas passer. Bon, on va chercher quel est le candidat le plus extrémiste après Netanyahou dans son parti ou du côté de Lieberman. Est-ce que c'est la fin de l'ère Netanyahou? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Sabrina Sebaï, est-ce que c'est la fin de l'ère Netanyahou? Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est la première fois qu'un un dirigeant est mis en accusation pendant qu'il exerce le pouvoir. Pendant qu'il exerce le pouvoir. Voilà, exactement. Donc, Premier ministre. il est Premier ministre quand même, donc c'est vrai que lui, il continue à dire qu'il va continuer à diriger. Enfin, je pense qu'il est un peu dans la politique de terre brûlée. Voilà. D'ailleurs, il reprend beaucoup les éléments de Donald Trump, qui est dans la procédure d'impeachment aux États-Unis, où il dit que c'est un coup d'État. Oui, voilà, il reprend vraiment les mêmes éléments de langage. Moi, je pense qu'on va se diriger probablement vers des élections début ça, 2020. C'est certain. Le troisième, on a non. Et je suis pas, moi, je pense qu'il va vraiment être lâché au fur et à mesure, effectivement, parce que d'ailleurs, même tout le monde le dit que ça crée un choc, un effet de choc. Une onde de choc. Ouais. Exactement. Donc, c'est la fin. Pour moi, en tout cas, c'est la fin d'une ère, oui. Oui, la fin de l'ère Netanyahou. Ça veut pas dire que c'est la fin de l'ère du parti qu'il représente. Ni de la droite, ni de l'extrême droite israélienne. S'il arrive à s'en sortir, il est quand même dans 3 affaires. Donc, s'il arrive à s'en sortir, il s'en sortira pas. Je m'appelle pas Audrey. Non, il s'en sortira pas parce que ils ont mis plus de 2 ans pour prendre la décision de l'inculper. Bah oui. Donc ils ont pris toutes les précautions sur tout le plan. Ils lui ont laissé les 2 chances de se représenter. Son épouse a déjà été condamnée. Après, on arriverait au terme d'une longévité quand même de 30 ans d'exercice de pouvoir. Alors, il arrive à la limite parce que lui, il voulait battre son prédécesseur. Exactement. Et là, en perdant cette élection-là, il sera... il sera pas numéro 1. Il sera ex aequo, mais pas numéro 1. Qu'est-ce que ça change pour les Palestiniens? Rien. Voilà. Non. On est d'accord. Réfléchir, rien. Oui, rien. Voilà. Rien. Et si on y ajoute effectivement la décision américaine récente, vous voyez, à laquelle je fais référence. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire, tant qu'il y aura le soutien des Américains, de toute façon, bref. Donc, si vous voulez, les Palestiniens sont quand même vraiment la décision américaine, enfermés, quoi. La décision américaine, on peut rajouter un mot. Ouais. Ça ne change rien dans, j'allais dire, le droit international. Les Américains, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont les plus forts d'aujourd'hui. Et il suffirait que je vais être méchant avec l'histoire, que cette situation perdure 30 ans et qu'un président américain vient dans 30 ans pour rayer ce qui a été fait. Donc ça n'a pas de force juridique internationale. Tant que ces décisions ne sont pas adoptées par le Conseil de sécurité, non pas par l'Assemblée nationale générale, mais par le Conseil de sécurité, ça n'a aucun effet en droit. On rappelle, c'est donc le Marc Pompeo qui a donc déclaré qu'il n'y avait pas de comment dirais-je, de condamnation ou de valeur contraire à la colonisation. La phrase, elle est un peu plus subtile. Elle est un peu plus subtile, oui. Alors, il dit très exactement, toutes les colonies qui sont construites ne sont pas forcément illégales au vu du droit international. D'abord, il y a toutes. Donc, rien à voir, circuler, quoi. Non. Il y a toutes. On va discuter. Ouais. Il y en a 70. Alors, lesquelles qui sont illégales, lesquelles ne sont pas illégales. Ça, c'est pour qu'il explique aux pseudo-dirigeants arabes que quand on dit doute, c'est-à-dire qu'on met tout ça dans la négociation pour que demain les Palestiniens, ils disent sur les 70, on en accepte 20 et on échange de territoire et on n'accepte pas 50. Donc c'est pour ça que j'ai dit toutes ne sont pas. Alors le système parlementaire israélienne qui présage à chaque fois de nouvelles élections tout le temps, à chaque fois reconfiguration, donc possibilité d'une nouvelle élection l'année prochaine, là en 2020. Ouais. Et on sait ce qui se passe quand il y a des élections qui se préparent en Israël. C'est les Palestiniens qui trinquent. Les Palestiniens ils trinquent tout le temps, oui, de toute façon. Voilà. Oui. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, ce système parlementaire dont la Tunisie s'est essayée là, d'ailleurs, on voit ce que ça donne aussi. C'est un peu la pagaille totale. On voit qu'on n'arrive pas à dégager une majorité, quoi. C'est extrêmement compliqué. D'abord,
c'est pas le système électoral israélien, parce qu'il était déjà en Inde et il est dans plein de pays du monde. Bien sûr, oui, non. Voilà. Ouais. Quand il y a deux partis qui sont forts, Ouais. comme en Allemagne par exemple, il y a toujours un parti qui arrive avant l'heure, et quand il y a une culture démocratique comme en Allemagne, les deux partis de droite et de gauche s'entendent pour diriger le pays. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les pays qui ont dernièrement adopté ce mode de scrutin comme la Tunisie, vous avez une multitude de partis qui sont d'accord sur rien. C'est pour ça que ça donne cet état. Mais vous avez un président qui peut rien faire, ça dépend. Alors la Tunisie, c'est encore plus particulier par rapport à Israël, parce que le président israélien pose les roses, et le président tunisien, il a quand même deux ministères sous son contrôle. Les affaires étrangères et la sécurité intérieure. Voilà, c'est ça. Alors, je rajoute un contre-exemple de ce mode de scrutin qui n'est pas bon. C'est que l'Espagne, dernièrement, ils sont dans la même situation parce qu'ils ont voté 2 fois. Ouais. Sauf que Podemos et le Parti Socialiste se sont entendus. Et donc, quand il y a 2 partis qui arrivent à 50%, ça peut passer. D'accord. Mais en même temps, ça oblige à celui qui gouverne à travailler au mieux le consensus avec les forces politiques. Pas quand il a plus de 50% parce qu'il se la joue. Oui, quand mais il a plus de 50%, il fait ce qu'il veut, en quelque sorte. Mais quand il n'est pas majoritaire, il est obligé de faire aussi consensus avec... Alors, pour moi, le meilleur scrutin, quand on fait de la proportionnelle, c'est le scrutin qui a été fait par Jospin. Des fois, il faut rendre aux gens ce qu'il faut la rendre. C'est que Jospin, on était en France dans un système de vote pour les élections régionales, qui était exactement le système tunisien ou israélien. Et quand il y a eu des alliances honteuses entre la droite de l'époque, notamment à Lyon, et l'extrême droite, alors il a inventé un autre système qui veut que le premier parti qui arrive, par exemple Nahda aujourd'hui avec 52 sièges, rafle la moitié plus 1 des sièges pour qu'elle puisse gouverner. Et si ce modèle pourrait servir un jour à d'autres pays. Une forme de prime pour la majorité. Oui, oui. C'est le parti, par exemple, le premier il fait 35, le deuxième il fait 33, le premier avec 35 il prend 50% des sièges, plus 1 siège. Et il ne peut pas recevoir d'autres sièges dans la nouvelle distribution. Ce qui fait que ça fait un parti qui a une stabilité minimale, mais elle existe, à lui après de travailler dans le consensus, comme vous dites à l'instant. Ouais. Quoi qu'il en soit, donc, vous répondez à cette question. Alors, vous êtes, je crois que c'est le nom qui l'emporte, hein. C'est pas la fin de l'ère Netanyahou pour la majorité des gens qui ont voté sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FN2. À eux de venir nous en expliquer pourquoi ils votent ainsi. Ça m'intéresserait de Alors, nous appelant au 01 40 33 9000. Quoi qu'il en soit, franchement, entre nous, rien de surprenant, hein, sur ce qui est tombé hier, quand même. Cette info qui est tombée hier soir de la Cour suprême israélienne, absolument. À 17h15. Non, mais c'est pas surprenant, c'était prévisible. Oui. Voilà, c'était attendu. Depuis plusieurs années. Ouais. Et donc là, quand le procureur de la République a vu que il n'a pas de majorité, il peut pas faire de gouvernement, qu'en face Gantz n'a pas pu faire la même chose. Oui. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je profite de ce moment historique pour prononcer donc l'inculpation. Oui. Sinon ça repart dans une phase d'élection pendant 4 mois et peut-être qu'il va gagner. Et donc ça reportera indéfiniment, on sait jamais. Donc couperez. Vos appels pour nous donner votre avis sur le sujet 01 40 33 9000 bien entendu. Alors dans le zapping, vous allez voir, on a du très bon aujourd'hui. Et puis j'ai un petit quiz qui est alors d'une extrême facilité aujourd'hui. J'ai été vraiment très gentil avec vous. Hein, mais on va laisser les dames gagner. Alors ça veut dire que si on n'arrive pas à répondre, non, ça c'est le message subliminal. Hein, non mais franchement, c'est cadeau. Là je vous le dis honnêtement, c'est cadeau. Abdeslam et Philippe ne sont pas là, tu as fait un quiz facile. Bah oui. Enfin, non, je crois pas exprès. Il a osé dire le dire à demi-mot. non, mais il se trouve qu'aujourd'hui il y a des événements que voilà qui vont parler à beaucoup de gens, donc forcément ça va être fastoche. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Et alors il faut qu'on guette un petit œil quand même sur ce qui se passe en Algérie, parce qu'il y a des infos quand même qui me sont parvenues et qui laissent présager une manifestation qui pourrait monter d'un cran en termes de violence. Je sais pas si vous avez des nouvelles. Moi, je crains l'infiltration des snipers, comme ça a eu lieu dans tous les pays quand on s'approche des dates de vote, parce que en tout cas les perdants à l'instant ne sont pas toujours contents, et il reste toujours cette situation. Ça a été utilisé en Ukraine, ça a été utilisé en Tunisie, ça a été utilisé en Libye, ça a été utilisé partout. D'ailleurs, moi j'ai reçu plein de messages en langue arabe de consignes données aux Algériens en disant quel que soit votre parti, voilà les consignes de sécurité que vous devez surveiller, parce que vous êtes d'abord algérien et après pour ou contre les élections, et notamment de signaler à la police les voitures qu'on ne connaît pas dans le quartier, d'un certain format. Les entrées dans les immeubles aussi. Les entrées dans les immeubles et les visages
que vous voyez à côté de votre quartier, dont vous n'avez pas l'habitude de voir pour les autres marches. Ouais, je vois Donc, tout à fait l'ambiance. Voilà, Oh là là. donc, ce qui veut dire que le service de sécurité algérien sont sur les nerfs et surveillent tout le monde, et ils disent quand quelqu'un vous dit journaliste, vous appelez la police qui vérifie si c'est des journalistes ou pas. Ouais. Parce que beaucoup rentrent avec le mot je suis journaliste, et peut-être même des cartes de visite avec des faux noms, journaliste, mais pas de carte de presse algérienne, française ou internationale. Mais c'est aussi un bon moyen de contrôler. Non, mais oui, non, mais vous savez, à un certain moment, vous avez le choix entre la sécurité et le contrôle. Ouais. Ouais. Et vous Ça, choisissez. c'est encore un autre Bon, débat. Il faut Vous rajouter choisissez. la déclaration du général Gad Salah qui déclare que on commence à entrevoir ceux qui sont effectivement pour le bien de l'Algérie et ceux qui sont au contraire pour le mal. C'est ce qu'il a laissé entendre. Les masques se tombent. Mais lui, il est dans son rôle de dire ça. Il Oui. faut dire Oui, ça. parce qu'à la limite, Moi, je suis euro, les autres sont rien. ça pourrait sous-entendre de dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, Il est contre lui. bah voilà. Ça me rappelle d'autres. Hein. Non, mais on sent qu'il y a eu un Non, mais- tournant dans le mouvement depuis le début des manifestations. On sent quand même que la situation s'est beaucoup tendue depuis l'annonce du scrutin du mois de décembre. Donc, C'est il y a clair. une majorité d'Algériens qui sont complètement opposés. Donc, Et toi, Sabrina, oui. tu es opposée ou pas? Bah moi pour le moment c'est difficile parce qu'on est de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est toujours facile de ce côté-là de dire ce qu'on Non, non, fait avec je ne me les te- autres. tu te doutes bien que je ne me contenterai pas de bah ouais, cette mais réponse. c'est une réponse très réaliste. C'est une réponse de langue de bois politique. Ah c'est non, une je suis pas réponse de d'accord. langue de bois. C'est vrai Ah que là, quand on vit elle pas est la honnête. situation locale, c'est très difficile de se mettre à la place des Algériens qui vivent là-bas Ouais. depuis des années ce pouvoir et qui ont des raisons légitimes de ne plus en vouloir et de vouloir passer à autre chose. Sors-moi cette fierté tant Il redoutée. n'y a plus de nef. De, le Il y a du NIF algérien, réalisme. il est où le NIF là Sabrina. Il y a du réalisme, du pragmatisme politique. Non, mais Non, parce c'est que pas une maintenant question de c'est soit réalisme t'es de- pour les élections et tu t'en expliques, soit t'es contre et tu t'en Moi, je trouve expliques que aussi. les conditions sont pas réunies aujourd'hui pour faire des élections. D'accord. Mais après, à un moment, il faut aussi se dire qu'on est obligé d'avoir une stabilisation politique parce qu'on ne peut pas continuer à avoir un État sans chef d'État. Donc ça, c'est une réalité, ne serait-ce que pour peser sur l'échelle internationale. Aujourd'hui, l'Algérie elle est en difficulté. Donc, mais je trouve que la manière dont on s'y prend n'est pas la meilleure. En tout cas, elle n'est pas de nature à apaiser la situation aujourd'hui. Très bien. Bah voilà. Tu vois, quand on cherche un peu, on y arrive quand même. Très bien. Vos appels évidemment au 01 40 33 de fil. On va surveiller ce qui se passe. Je compte sur la bienveillance de Tarek Mami sur ce qui se passe à Alger dès qu'on a la moindre information sur ce qui se passe. Je Et sais puis, pas d'ailleurs. je sais pas si Amina nous écoute par l'application de l'autre côté, mais elle sera toujours la bienvenue. Je vais d'ailleurs lui faire un petit mot. Oui, d'accord, si elle souhaite aussi intervenir, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, vous êtes sur France Maghreb 2 et on est de retour très vite, juste après la petite pause, avec un petit zapping sympa là. J'ai du François Ruffin, j'ai du Mohamed Sifawi. Ah, alors là j'ai trouvé du Sifawi qui parle de tout sauf des musulmans. C'est pas vrai. Il a trouvé une autre cible, Ah ouais? les Asiatiques. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ouais. Ah non mais c'est fabuleux, ce mec est extraordinaire. Donc un bon petit zapping en perspective, restez avec nous, c'est à suivre évidemment dans le grand forum sur France Maghreb 2 avec Sabrina Sebaï, Audrey Prenesti et Tarek Mami. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, on est là avec Sabrina Sebaï, avec t'es élue d'ailleurs Sabrina, hein, on est d'accord? Oui, oui. Voilà, élue à Ivry-sur-Seine. Tarek Mami, journaliste, Audrey Prenesti, journaliste également. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes dans cette équipe, hein. Ça devient. Ça commence. Ouais, ça commence. On grossit les rangs. Hein. Il en faut. C'est vrai à un moment on avait beaucoup de militants et maintenant on a beaucoup de journalistes et beaucoup de politiques. C'est bien. Voilà, c'est bien ça, ça une a bonne changé un chose. petit peu. C'est la diversité française dans la diversité de France Maghreb. Exactement, bravo monsieur Mami. Je rappelle la question, la Cour suprême israélienne vient d'inculper le Premier ministre pour corruption, fraude et abus de confiance. Pensez-vous que cette décision sonne la fin de l'ère Netanyahou? Vous dites oui à 48% sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 pour voter. Vous continuez de voter et de nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000 pour l'heure. Un petit tour du côté du zapping sur ce qu'il ne fallait pas rater, ou pas d'ailleurs, à la télé comme à la radio. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, pour commencer ce zapping, messieurs, dames, amis auditrices, auditeurs, Emmanuel Macron était à Amiens hier à la rencontre des salariés. Chez lui, absolument.
la rencontre des ex-salariés de Whirlpool, qui, vous le savez, ont été licenciés, venus affronter la dure réalité devant les anciens salariés. Écoutez un bref échange de ce moment qui a été bien relaté. Écoutez. J'ai pris un engagement avec les personnes. J'ai pas fait de fausse promesse, j'ai pris un engagement. Vous êtes passé entre les deux tours. Vous avez dit je vous laisserai pas tomber. Mais je vous laisse pas tomber, c'est pour ça que je suis là. Ensuite, vous êtes venu au mois d'octobre 2017. Exactement. En disant, tout le monde est témoin, c'est un projet fiable, etc. Exactement. Parce que c'est tout. Donc, c'est l'analyse j'ai vu qu'on avait sur de partout. BFM, l'État n'était pas au courant, n'était pas dans l'affaire, c'était pas de leur faute, etc. Bah, non, mais l'État n'était pas actionnaire. On fait confiance à un entrepreneur qui a un projet. Le projet, il est regardé par tous les gens. Il est jugé comme solide. Pas seulement par l'État, par des cabinets privés, des conseils. Tout le monde le juge solide. Le type commence à se planter. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit retirer le tapis? Quand à la fin, le type plante complètement, c'est facile de dire il aurait fallu la vérité. Et vous avez tout à fait vrai. Il y avait une sous-activité, comme on le voit dans ces projets-là quand ils sont fragiles. Et pourquoi l'État n'a pas suivi le repreneur dès le début, savoir ses comptes, ce qu'il Mais on l'a suivi, le repreneur. Mais après, avec les moyens qui sont ceux de l'État. On l'a alerté 6 mois. Nous, on l'a payé cash d'avoir alerté à plusieurs reprises la reprise qui ne marchait pas. On l'a payé cash de notre licenciement. Et de votre gouvernement a ordonné le licenciement. Non, alors le ministre du Travail, on a les papiers. On a les papiers. Le ministre du Travail a ordonné nos licenciements. Tout ça parce vous voulez qu'on vous le montre? C'est le cabinet Hubert Rose qui a autorisé nos licenciements. Mais non, mais c'est la direction du travail qui autorise un licenciement. Non, justement, ils ont refusé un mien. Il y a eu notre licenciement pour motif économique a été refusé par l'inspecteur territorial d'Amiens, l'inspecteur du travail. Il y a eu donc une contre-enquête qui a été faite donc par la directe des Hauts-de-France, entre autres à Lille. Une enquête qui n'a pas été faite à la légère. Le verdict, il est retombé 6 semaines après. 6 semaines après, la deuxième avis défavorable pour licenciement économique. On est bien d'accord? Donc 2 avis. Ça file là-bas au ministère et on se fait virer le lendemain des européennes. Ouais. Combien vous étiez? C'est pas un paradoxe, ça, quand même? Salariés protégés. Ouais. Ça veut dire que derrière, au ministère, il y a des salariés, mais on s'en occupe pas. On trotte l'inspecteur du travail, la directe de Lille et puis tout ça. On tient pas compte de ces gens-là. Oh, je vais regarder ça. Ah bah ouais. Non, mais parce que vous étiez pas au courant? Non, ça c'est un sujet. Parce que là, c'est grave quand même. Parce qu'en plus, c'est le cabinet Rose. Et au cabinet Hubert Rose, nous avons demandé la raison de nos licenciements. C'est un cabinet noir, non? Aujourd'hui, il est au Père Lachaise, à Montparnasse, au cimetière où? Parce qu'on ne connaît pas le Hubert Rose. Ça c'est un sujet salarié protégé. Ah ouais, non mais voilà. Mais nous avons toujours pas les documents qu'on a tous les jours. Donc on a demandé qu'ils nous donnent les documents sur quelle base ils nous licencient. On les a toujours. Alors ça illustre quand même un certain malaise, et c'est là qu'on voit que finalement le président ne peut pas être au courant de tout et ne peut pas suivre de près tout ce qui se passe. Mais si on en croit les salariés, on n'a pas de raison d'ailleurs de pas les croire. Leur licenciement avait été refusé à 2 reprises. Et puis c'est lors du passage au ministère que le licenciement a abouti au lendemain des européennes. Et vous entendez la réaction de Macron qui est surpris quand même de ce qui se passe dans cette affaire. Sabrina. Surpris, moi je suis étonnée qu'il soit surpris parce que quand on fait un déplacement comme ça, et d'autant plus qu'il y a déjà été entre 2 tours des présidentielles, il me semble, sur ce site. Oui. Donc il connaît le dossier, il le connaît parfaitement. Il était d'ailleurs avec Ruffin. Il est retourné en octobre. Il était avec Ruffin aussi à ce moment-là. Et en fait, aller faire ce déplacement sans s'informer à minima de la situation qu'il va découvrir sur place, moi je trouve que c'est vraiment prendre le dossier avec légèreté. Et c'est un peu ce qu'on ressent globalement sur le fonctionnement de ce gouvernement et des politiques qui sont mises en place depuis maintenant de nombreuses années, parce que on pourrait remonter un peu plus loin sur le CICE où on a quand même donné un paquet d'argent à des entreprises qui devaient recruter derrière. On parle de 100 milliards pour le CICE. Exactement, mais en plus on n'a jamais vérifié derrière ce qu'en faisaient ces entreprises. Donc finalement on est toujours dans un deux poids deux mesures. De pas vérifier. Mais on est dans un 2 poids 2 mesures où on donne énormément d'argent à des entreprises. D'autre côté on retire, notamment moi je parle pour le coup des collectivités territoriales à qui on a retiré de la dotation globale de fonctionnement qui nous empêche aujourd'hui de faire de l'investissement au niveau local, et nous on est ultra contrôlés et c'est tant mieux. Par contre les entreprises on leur donne de l'argent, on contrôle pas. Là c'est pareil, on arrive avec un repreneur qui finalement met la clé sous la porte et s'en va. Et on peut évoquer d'autres dossiers, privatisation d'ADP. Aujourd'hui, on parle de privatiser la Française des Jeux. J'ai vu qu'on avait défini le. T'as acheté les actions? Non, j'ai pas acheté d'actions. 19,50 €. J'ai pas acheté d'actions, mais voilà, on est vraiment dans une course à l'appât du gain sur le volet financier, sans tenir compte de l'humain derrière qu'on laisse sur le carreau finalement. C'est le libéralisme à la sauce Macron. Faites pas mine d'être surprise. Mais dans ce cas-là, lui, il devrait pas faire mine d'être surpris quand il arrive sur une situation comme celle-ci. Il sait ce qu'il fait. C'est pas que sauce Macron. Après, je vais pas le défendre parce que pour le coup, je rejoins Sabrina
sur le fait que normalement, surtout pour un dossier comme celui-ci, effectivement, c'est super, c'est super dangereux. J'utilise le terme dangereux vraiment en réfléchissant lourdement à ce terme-là, parce que il sait très bien qu'il va avoir en face de lui un public qui va certainement pas être très conciliant. Donc voilà, maintenant il arrive, il est pas au courant de la situation, et je suis d'autant plus étonnée que à la base, justement, s'il y a une chose que je pouvais jamais lui retirer, c'était le fait que il connaissait ses dossiers sur le bout des doigts. Donc là, il arrive, il est complètement dépassé. Là, franchement, que ce soit ce sujet-là ou bien d'autres en ce moment, il est dépassé. Hein. Est-ce qu'on peut lui reconnaître quand même le courage d'y avoir été, parce que c'est bien quand même. Ouais. Il y a été, mais en même temps, ce qu'on lui a beaucoup reproché aussi au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est aussi d'y aller, mais avec une forme de mépris vis-à-vis des Français. C'est ce qui a donné naissance à toute cette colère aussi sur le territoire national. On est 1 an après les Gilets jaunes, il retourne là-bas, il est pas au courant de ce qui s'est passé entre-temps. Ça fait des années que ce dossier, il est sur les tuyaux, il est dans les tuyaux des ministères. Ouais. Donc moi, je comprends pas qu'il puisse y aller sans aucune info. Et franchement, ça dénote une forme de manque de respect total vis-à-vis des gens qui va voir. C'est un manque de respect, exactement. Je suis désolée. Monsieur Mamie. Remettez-moi de l'ordre. Ouais, justement, j'écoute. Non, mais pour le coup, tu sais très bien que pour le coup, Macron, je le casse pas souvent. Vous connaissez beaucoup de présidents de la République, de tous les pays du monde, qui va se mettre au milieu d'un groupe de syndicats pour écouter, réagir et prendre en considération. Vous en connaissez? Vous pouvez m'en citer? Non. Comme il le fait, il faut l'applaudir. Il a voulu faire de la politique autrement. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Dans ce cas-là, il faut qu'il assume jusqu'au bout. Et donc, il faut qu'il respecte les gens qu'il va voir. Tout à fait. Bon, alors, c'est quoi aller jusqu'au bout? Oui. Il faut qu'il s'attende à avoir des réactions. Non, mais ça, c'est passé. Mais aujourd'hui, c'est quoi aller jusqu'au bout? Mais il s'attend bien à susciter des réactions. Mais c'est pas grave, puisqu'il y va. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, est-ce que maintenant qu'il connaît la situation telle qu'elle a été... C'est pas une raison suffisante. La prochaine fois, cher monsieur Macron, faites comme tous les autres, mettez-vous derrière la non, parce que alors dans ces cas-là... Non, mais vous pouvez pas demander à un homme politique, et vous allez en être, j'espère, très vite, madame. C'est lui qui a voulu... Non, mais on verra comment vous gérerez la ville, j'espère pour vous, que vous la gagnerez. Il a président qui gérait tout, qui était mis sur le devant de la scène, mais dans ce cas-là, il faut assumer complètement, et il faut y aller avec des données mises à jour sur le dossier dans lequel on va... Derrière, c'est 180 salariés, un peu plus de 180 qui va avoir... Non, mais est-ce qu'on doit lui reprocher d'avoir été pour parler et pour se faire... On peut lui reprocher pour avoir été faire juste de la com. Ok, bon, on lui dira de ne plus faire pour faire la com. Moi, j'ai toujours dit que Macron, c'était une machine de guerre en termes de com. Et ça, il a tout compris. Donc, il tirera la conséquence, comme on lui a conseillé au début des Gilets jaunes. Tous ses conseillers lui ont dit, ne faites pas de la réunion, n'allez pas passer 4 heures, ne faites pas. Il aurait fait ça, il aurait été comme Chirac. C'est l'immaturité politique, peut-être. Non, mais c'est une autre façon de faire. Moi, je pense que c'est de l'immaturité politique, exactement. Moi, ce que j'attends après ce qui s'est passé hier, c'est une seule chose. C'est que maintenant qu'il connaît, qu'est-ce qu'il va proposer dans les 15 jours et dans le mois qui suit pour que ces gens-là ne soient pas récupérés. Non, mais doivent être récupérés dans le système. Il connaissait aussi d'autres dossiers quand il était à Bercy. Il avait eu d'autres dossiers qu'il n'avait pas traités. Quand il était à Bercy, il était en train de faire de la politique pour devenir président. Oui, mais il était aussi ministre. Il était aussi payé pour être ministre et s'occuper aussi des dossiers qu'il avait en charge. Donc je suis désolé, à un moment, faut pas qu'on plusieurs lettres à la fois. Quand on est responsable, on démissionne de son poste de ministre, on prépare sa campagne. En tout cas, il y a eu quand même il y a eu des choses qui ont été dites justement sur l'ambiguïté au moment où il était ministre, où il préparait sa campagne des présidentielles. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis désolée, après tout ce qui s'est passé, après la crise sociale, démocratique que connaît la France aujourd'hui, ça aurait dû lui servir de leçon et il aurait dû aller préparer à cette rencontre avec des éléments concrets et avec une connaissance parfaite de ce dossier. Vous savez, c'est sa responsabilité de politique. Vos positions amènent ses conseillers à lui dire ce qu'elle a toujours refusé. D'ailleurs, sa femme aussi est d'accord avec lui dans la façon de faire, de ne pas aller se frotter aux gens et de laisser le ministre de l'Industrie se faire taper. Non, mais vous ne pouvez pas. C'est trop facile de dire ce prétexte qu'il va au contact des gens. Chirac, d'abord, moi j'ai fait Jacques Chirac pendant les campagnes. Chirac, quand il arrive, il a toujours 3 têtes de plus que tout le monde. Donc déjà, psychologiquement, le mec, il lève la tête en haut pour lui parler. Je peux vous dire
que ça en produit beaucoup. Mais ce n'est pas une raison. Il allait au contact, il allait au contact quand même. Oui, mais pas de la même chose. Oui, mais j'entends ce que Tariq veut dire, c'est qu'effectivement, il avait beaucoup plus de stature, beaucoup plus de charisme, et que effectivement, c'était déjà plus difficile de lui tenir tête. Donc ça, j'ai bien compris. Maintenant, ce que Macron veut faire, c'est pas parce que il a décidé d'adopter une tactique et une stratégie politique différente, et que effectivement sur ce plan-là, moi je le respecte, il y a pas de souci. Mais c'est pas parce qu'il a décidé d'agir de cette façon qu'il faut l'applaudir. Surtout. Est-ce que j'ai dit qu'il faut l'applaudir? Non, mais c'est pour ça. Je pense que maintenant, c'est rare que je le casse, mais là vraiment depuis pour le 2 ans coup, qu'il est président, je pense qu'aujourd'hui les Français ils ont envie d'action, de vraies actions et arrêter la communication. Alors, il y a pas sur 17 milliards. Alors, je sais pas, Christophe, si vous avez écouté les autres extraits, à certains moments, il reconnaît que ce qu'il a proposé ne marche pas. Ah oui, il l'a dit. Non, mais ça, c'est très important. Vous connaissez aussi beaucoup d'hommes politiques qui viennent devant le peuple. Oui, je pense qu'il a des bons conseillers en commun. Non, mais alors, sur ce coup-là, oui. Voilà, sur ce coup-là, il a des bons conseillers. Sur l'autre côté, il a pas de bons conseillers. Bah oui, tu nous dis, il a des bons conseillers en com. S'il avait des bons conseillers en com, il connaîtrait ses dossiers. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Depuis le début, j'ai dit que c'est une machine de guerre en termes de communication et qui sait très bien s'entourer justement de conseillers en communication. Alors là, de ce côté-là, je crois qu'il peut nous donner des leçons à tout le monde. Alors là, ça c'est clair. Moi, je pense qu'il a réussi à faire consensus. Et d'ailleurs, sur le mécontentement, que ça soit la police, les pompiers, les hôpitaux, l'éducation nationale. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui manifeste, qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait. La majorité des Français, les collectivités, les maires. L'année dernière, il s'est mis à dos les maires. Oui. Et cette année, pourquoi il l'a applaudi quand il a été au Congrès des maires? Parce que mais il est parti faire des annonces, mais à chaque fois c'est pareil. Mais bien sûr, il fait des annonces, mais ils font des annonces surtout, il y a pas de problème. Moi, j'attends de voir les annonces qui seront faites le 25 novembre sur la question des violences faites aux femmes. Vous avez gagné les élections européennes en partie? C'est-à-dire que vous avez gagné, vous. Bah oui, les élections. Alors j'y vais plus loin. Tout le monde donnait Macron. Derrière, tout le monde est perdant. Alors, qui a raison dans cette société? Ceux qui ont voté pour lui, y compris aux européennes, ou ceux qui, comme les gilets jaunes, lui taillent des costumes? Ah non, mais là, c'est un autre sujet. Non. En politique, tous les sujets se touchent. Et donc, c'est la conséquence qui amène. Donc, du coup, c'est pas la rue, mais c'est le peuple qui décide. Oui. Finalement. Bah oui. C'est aussi les instituts de sondage, les médias, surtout les médias. Et les urnes le dimanche à 20h. Oui, mais attendez, ne soyez pas de mauvaise foi quand même. Vous ne connaissez pas on sait très bien qui soutient. On a encore vu les sondages qui disaient que si demain avait lieu les présidentielles, Marine Le Pen et Macron seraient en tête. Ça se passera comme ça? Mais peut-être, on a encore 3 ans, jusqu'en 2022 pour voir 2 ans et demi. 2 ans et demi pour voir le résultat des prochaines présidentielles. Mais en attendant, c'est aussi de sa responsabilité aujourd'hui de répondre aux attentes des Français. Bien sûr. Et aujourd'hui, il ne répond pas à ces attentes. Sinon, je vais vous dire, je suis d'autant plus critique avec lui que vraiment, dès le départ, j'avais tellement d'espérance en cet homme. Et vraiment, aujourd'hui, quand je vois ce qu'il est en train de faire, franchement, je suis de plus en plus déçue. J'espère me tromper. Il reste encore 2 ans et demi. Excuse-moi de t'avoir coupé, Sabrina, mais effectivement, espérons qu'il arrive à remonter la barre. Non, mais vous êtes quand même de mauvaise foi, madame. Pardon. Personne. Ça me fait rire. Non, mais personne ne dit que c'est l'extraterrestre qui est arrivé. Mais il faut... Bah si, vous m'avez appelé le magicien. Moi, je l'appelle le magicien, oui. À ces jours, il est toujours magicien. Ça reste quand même un extraterrestre. Il a mon âge, le gars, il est président. Non, mais c'est pas sa faute à lui d'avoir fait, c'est votre faute à vous de ne pas avoir fait la même chose. Non, quand même. Lui, il a fait l'ENA. Oui, mais bon, n'empêche que c'est le premier président... Sans prétention, et les auditeurs me connaissent, pourquoi je n'ai pas fait l'ENA à la sortie de Sciences Po et de mes études? Allez, dites-nous tout. Séance confession. Non, c'est parce que quand j'ai fait Sciences Po, droit et tout ça, j'ai tout fait. Vous vouliez pas le supplanter? Non, on m'a dit l'ENA. Et personne m'a expliqué qu'est-ce que c'est que l'ENA. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'explique aujourd'hui à nos jeunes. Que l'ENA, c'est la structure qui permet à l'homme qui réussit de garantir l'avenir de 3 générations qui viennent derrière. Et ça, faut le comprendre. Et pour moi, l'ENA, c'était tous les gens qui allaient travailler dans toutes les administrations pour être des gratte-papiers. Et comme j'étais prétentieux, j'ai eu tous mes diplômes là où il faut les avoir, Sciences Po, droit et tout ça. Je dis, je vais pas revenir pour aller faire l'administration. Il faut l'expliquer. Et il a emmené toute sa promo avec lui, d'ailleurs, Macron. Ah oui, tout à fait. Vous les retrouvez dans tous les cabinets. Hamzi est avec nous, nous appelle d'Orly, tiens. Orly, comment ça va, Hamzi? d'Orlyville, justement. Bonjour tout le monde. Bonjour Hamzi. Bonjour. Bon, ça fait un petit moment que je vous écoute, ça fait peut-être 2 ans, on va dire. Ça fait 2 ans que je m'intéresse à cette émission. Félicitations. Je fais la pub pour vous, justement, dans le 94, dans le 91. Et il y a mon j'espère, futur maire d'Orly,
C'est lui qui vous a demandé d'appeler. Il vous a payé combien? Non, du tout, parce que justement, le monde, il est petit, parce que je suis d'Orlyville de base, mais j'ai déménagé dans 91, en fait. D'accord. Et je parle avec ma maman, et ma maman, enfin, 2 fois par semaine, elle va dans une espèce de salle elle fait de la couture avec des gens, mélangés, hein, de n'importe quelle religion, n'importe quelle culture. Et elle me dit qu'il y a monsieur Philippe, il y a Philippe, un futur maire d'Orly, qui passe de temps en temps les voir. Je fais, mais maman, c'est Philippe, c'est qui? Elle m'a montré sa photo, et le monde, il était petit. J'ai fait le lien avec la radio, le futur maire d'Orly, j'espère, Inch'Allah, comme on dit. Et il allait voir, il fait il fait beaucoup de choses, on va dire. Il fait beaucoup de choses et il est présent sur beaucoup de... Même les ventilateurs. Sur beaucoup de... Ouais, voilà, tout à fait. C'est un hyperactif. Donc j'espère, je fais de la pub pour lui, j'espère qu'il va passer. S'il passe. S'il passe pas, tant pis. Moi, est-ce que vous habitez plus à Orly, sinon vous auriez voté pour lui? Ouais, c'est une vote perdue, là. Justement, oui, je vais voter pour lui. Il va être triste, hein. Débrouillez-vous pour faire voter tous vos anciens amis. Je vais travailler pour lui, mais je vais le contacter en privé et... Si je pourrais lui faire un petit peu de publicité et moi franchement c'est un gars qui me plaît bien, même si je le connais pas personnellement, peut-être de vue on se connaît, mais je sais qu'il est à fond dedans et je sais qu'il est sincère. Il est sincère, il est très investi sur sa ville et c'est vrai qu'on peut pas du tout lui reprocher de pas très soutenu quand même quand l'appareil. Hein. Pardon? Par l'appareil, oui. Si, il a été officiellement oui, d'accord, mais bon. l'étiquette élevée pour la ville d'Orly. Donc vous inquiétez pas pour lui. Si. Jadot, il est venu encore. Jadot, il est venu à Orly ou pas? Non. Pas encore, mais Jadot, il va aller soutenir les candidats partout où il sera sollicité. Il a dit qu'il se mettra à disposition pour aider les candidats au municipal. J'espère. Non. Mais je sais qu'il est sincère sur ses objectifs. Ah oui, ça, je vous inquiétez pas. De toute façon, partout où il passe pas inaperçu. C'est ça l'avantage de Philippe Bouriaki. Voilà, c'est un bon gars. Bon, après cette pub de Philippe Bouriaki, qui nous dérange pas d'ailleurs, entre mesures. Oui. Moi, il envoie des gens. Je suis un petit peu stressé, mais bon, c'est la première fois que je vous appelle. Je voulais juste, par rapport à monsieur Tarek. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai l'impression qu'il vit dans la planète Mars. J'ai l'impression qu'il est naïf. Monsieur Macron, mais je me demande qui l'a présenté à Monsieur Hollande qui était contre la finance justement. Monsieur Attali. C'est Monsieur Attali. Monsieur Attali. C'est Monsieur Attali que nous recevrons dans quelques semaines. Qui est un grand magicien. Monsieur Attali qui contrôle pratiquement tous les médias. Un marionnettiste. Nous allons tous les médias, je sais pas, mais. Oh, alors là, il faut que je sois là. Ah je sais pas, mais bon. Je sais pas s'il contrôle tous les médias, mais en tout cas, il a une place. Particulière dans ce pays depuis les Mitterrand. Depuis Mitterrand. Et il avait dit dans son bouquin ou dans une émission que la future présidente, si on dit présidente, ça sera une femme. En 2022, oui. Voilà. Ça sera Audrey. Donc là, le problème, c'est que monsieur Macron, on l'a présenté à monsieur Hollande, qui était conseiller de monsieur Hollande, qui est passé à Bercy pour remplir son carnet de chèques, son carnet de chèques, son carnet de contacts. Ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a foutu? C'était la guéguerre entre monsieur Valls et monsieur Macron. Les médias nous ont lavé le cerveau avec cette histoire. Valls, Macron, le combat, les désaccords, les blablabla. Et maintenant, monsieur Macron a démissionné avec son petit bateau mouche sur la Seine pour partir dire à Hollande, monsieur Hollande, je démissionne. Je veux être président. Et voilà. Et monsieur le président Macron, il est bon. Il y avait Valls qui a fait la même chose. Il a lavé le cerveau à tout le monde. Et les médias, ils l'ont caressé au sens du poil, si je peux me permettre, et maintenant il est président, et c'est le roi de la communication, tout simplement. Bon au moins ça vous l'admettez quoi. Vivre dans un monde. En fait, il nous a fait un hold-up. Dans un monde de médias. Oui. Monsieur Macron, on l'a mis au-dessus de la Ligue 1, tout simplement. Oui, voilà. Et il est un peu à l'image du PSG en Ligue 1. Oui, d'accord. Juste un mot, si vous permettez, Christophe. Ils ont fait. Comment il s'appelle notre auditeur? Hamzi. Alors écoutez-moi. Ils ont fait de Macron ce que nous souhaitons faire avec Philippe. Est-ce que ça marche comme ça? Ah, Hamzi, t'es en train de parler, t'écoutais pas. Ils ont fait de Macron ce que nous on souhaite faire avec Philippe. C'est bien ça, non? Hamzi. C'est logique ou pas? C'est logique. Monsieur Macron, c'est le roi de la com. Avec ses conseillers, tout simplement. Si Macron, il est perdu, le conseiller à droite, il va lui parler, le conseiller à gauche, il va lui parler. On va créer des débats sur le voile, sur la kippa, sur la violence, sur l'homophobie, sur un truc qui voile les Français par le voile, tout simplement. Alors moi je voudrais quand même poser pas un coup de gueule, mais quand même juste apporter ma petite pierre à l'édifice sur ce sujet. Est-ce que c'est réellement les politiques
qui mettent en avant ces problèmes que l'on a en permanence dans les télé et dans les médias. Est-ce que c'est pas plutôt les médias qui sont à la recherche de buzz et qui servent finalement le monde politique? Et je rajouterai, cher Christophe, et que derrière les médias, il y a les faiseurs d'opinion et les lobbyistes qui ont d'autres intérêts. Exact. Et ils les amènent aux médias qui les prennent en charge. C'est surtout et les ça. politiques se couchent ou découchent. Ouais, voilà. Et sur ce plan-là, jusque-là, Macron a découché. Il a pas couché. C'est pas lui qui a emmené l'histoire du voile ou de ce qui s'est passé sur l'affiche. C'est les médias, c'est les éditorialistes. Il a laissé faire, il a laissé faire. Mais attendez, on a oublié. Non, mais pendant qu'on parlait de ça, on a oublié tout le reste. On est d'accord, mais est-ce que c'est lui qui a fait ça? Est-ce que vous avez pas justement tout un personnel médiatique? Il a profité qui travaille de l'aubaine, pour lui, comme dit l'autre. Voilà. Genre, il faut se poser les bonnes questions. Excusez-moi de vous couper, puisque je suis un peu speed. En Angleterre, vous avez des policiers, des femmes voilées. Oui, vous avez des séries. On n'est pas en Angleterre, on est en France. Et l'Église, alors excusez-moi, c'est vraiment un mauvais exemple. L'Église en Angleterre a encore le pouvoir. Et aux États-Unis, le président de la République jure sur l'honneur sur la Bible. Exactement. C'est pas le cas du président français. Donc, on ne peut pas prendre chez les autres pays ce qui nous intéresse et lâcher ce qui nous intéresse pas. On n'est pas mais vous prenez tout. c'est pas le même peuple. Pendant qu'on parlait de ça, on parlait pas du reste. Et d'ailleurs, le président, quand il dit l'islam dans l'espace public, c'est pas mon affaire. Moi, franchement, au niveau stratégie, il a été très bon parce qu'on le sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Donc, pendant ce temps-là, on s'occupe pas des autres affaires, donc du climat social, de la question démocratique, de tout ce qui est en train de se passer dans le pays. Mais il est très très fort. Donc tu es d'accord avec moi, Sabrina, quand je te dis que c'est le monde médiatique, les éditorialistes, les faiseurs d'opinion qui travaillent pour le président Macron. On ne fonctionne qu'au buzz aujourd'hui. Mais c'est une évidence. Voilà, c'est le buzz et c'est l'audimat. Il a bâti sa campagne comme ça, donc c'est évident. On peut pas lui reprocher d'être un fin stratège sur les questions de communication. Je pense que personne ne dit le contraire aujourd'hui. Merci Sabrina. Ah oui, mais on n'a jamais dit le contraire. Hier, il a fait faillite dans son opération communication, vous voulez dire? Parce qu'il l'a pas préparé. Mais c'est sûr que si on lui a mal préparé, t'as raison. Non, mais au-delà de ça, il a fait faillite sur la question de la manière dont il gouverne aujourd'hui. Non, mais ça c'est autre chose. Là, je partage pas. Mais non, mais je suis désolée. Aujourd'hui, il ne répond pas. En France, l'indicateur. Il ne répond pas. En France, aujourd'hui et depuis, en gros, 30 ans. Sa stratégie de je suis accessible, ça ne fonctionne pas. Depuis 30 ans, la ligne que tout le monde prend, c'est le nombre de chômeurs. Oui, elle est en baisse. Oui, alors ça serait intéressant de regarder comment on a fait les... Ah oui, parce que les chiffres, on leur fait dire... Non, mais dans ces cas-là, on peut faire une liste de tout ce qui va pas. Et moi, on peut aussi regarder tout ce qui a été changé sur la question du chômage. Quand on ne peut plus y être depuis 6 mois, on sort les gens. On va parler aussi des hôpitaux, on est radié systématiquement. Des EHPAD, on va parler de tout ça. On fera la campagne électorale présidentielle dans 2 ans. Oui, mais ça serait intéressant parce que... On fera le bilan, calmement. Mais les chiffres du chômage, c'est comme les chiffres de la délinquance, on les met chaque année. On en parlait pas en même temps. Ce qui va se passer, c'est qu'en plus, c'est qui va repasser. Non mais je suis étonné parce que je tiens tête à 2 dames aujourd'hui, de grandes dames. C'est déjà énorme en soi. Bon, merci Hamzi en tout cas pour ton appel et j'espère que ce sera pas la dernière fois. Hein. Tu nous rappelles quand tu veux, Hamzi, d'accord? Pas de soucis, c'est gentil. Bonne soirée à vous, bon week-end à vous et continuez comme ça, c'est bien. Mais par contre que les gens ne pensent pas que je suis macroniste, pas pour un sou, hein, du tout. Moi je suis totalement indépendant, apolitique. Toi tu es rien du tout. Voilà, c'est ça. Alors tiens, dans le zapping, une petite phrase marrante. C'est François Ruffin qui était l'invité de Bourdin hier chez le confrère de BFM TV et on lui parle de Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose qu'elle? Bah voici sa réponse. Vous savez, Marine Le Pen, elle va aux toilettes tous les matins. C'est pas parce que Marine Le Pen, elle va aux toilettes que moi je vais m'interdire d'aller aux toilettes. Voilà. Non mais sérieux, non mais il a des comparaisons celui-là. Non mais on a toujours dit ici sur cette radio et depuis 30 ans qu'elle existe, ce n'est pas parce qu'il pleut et que Marine Le Pen dit qu'il pleut que moi je veux dire qu'il pleut pas. Il a la culture vraiment de chiottes. Excusez-moi. C'est même plus. De toute façon, c'était les toilettes. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Bah, lui, il est proche du peuple. Ouais, non, mais il a pas de filtre. Ce peuple-là, je l'aime pas. Il a aucun filtre. Non, il a pas de filtre, c'est sûr. Non, mais il le fait aussi parce qu'il l'a préparé avant de venir. Possible. Parce que c'est le buzz qui va toucher pendant 15 jours et on va avoir 100 000, 150 000 vues et c'est pour ça qu'ils le font aussi, ces hommes-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le zapping? Emmanuel Macron, tiens, toujours. Il n'a pas été que rencontrer les ex-salariés de Whirlpool, mais il a tenté un bain de foule pour serrer des mains, histoire de se refaire un petit peu une image fortement abîmée après un an de gilets jaunes. Depuis 1 an et le début du mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron peine à gommer son image de président déconnecté.
Alors il serre des mains. Vous allez bien? Pendant 1 heure, à son arrivée à l'université d'Amiens, se mettant en retard d'autant sur son programme. Elle est où la cafette là? Le chef de l'État est donc en visite 48 heures à Amiens, sa ville d'origine où vit encore son père. Il est venu avec moi. Il est par là, hein? Une manière d'afficher ses racines picardes, y compris quand il répond aux questions des étudiants. Parfois on a un complexe amiénois. Je connais, j'ai vécu. On dit toujours on est entre Lille et Paris. Bon, d'accord. Mais il n'y a pas de complexe à avoir. Voilà, pour Emmanuel Macron qui a tenté de se refaire une image. Bon, il a joué à domicile, comme on dit, à Amiens. Ouais, voilà. on va dire ça. Et ça s'est plutôt bien passé pendant 1 heure. Et ça, il adore ça, les bains de foule. Hein. Ah, ça. Ouais, il adore ça. Après, ça lui a été parfois un peu difficile, hein, mais il adore ça. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Quoique, non, j'en ai un petit coup de gueule de Bourdin dans un instant. Et la cerise sur le gâteau, Mohamed Sifawi, le fameux journaliste extrêmement controversé, qui a choisi... Il est toujours dans l'affaire, comment s'appelle la petite Touzé, ou comment s'appelle la petite là, qui a disparu il y a 15 ans maintenant. De qui vous parlez là? De la petite fille qui a disparu. Estelle Mouzin? Oui, voilà, Mouzin, voilà. Il est toujours sur cette affaire, puisqu'il y a déjà 5 ans ou 7 ans, il a dit à la gendarmerie qu'elle était enterrée sous un restaurant chinois. Tout le resto a été détruit, on n'a rien trouvé, et l'État a dû rembourser la famille chinoise de son restaurant. Sifawi, vous parlez de Sifawi là? C'est lui qui a vérifié. Non, je crois pas, c'était un voyant, un escroc justement. On va vérifier. Ouais, on vérifie parce que ça m'étonne votre truc quand même. En tout cas, il a choisi une autre cible. Il s'attaquait aux islamistes. C'est vrai. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas vrai. Ça me paraît tellement extraordinaire. Non, mais je vais rechercher le truc. Wikipédia, Google, vous pouvez nous donner ces 2 infos? Mais quelle légitimité il a à dire? Enquêteur. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il a enquêté comme journaliste. C'est un enquêteur 2.0. Donc en fait, non mais il peut faire avaler des couleuvres à n'importe qui. Non mais ça, j'étais au courant du restaurant chinois, mais je savais pas que c'était lui qui était derrière ça. Moi j'attends le jour où il sera face à son ami Zemmour. Et que Zemmour lui dit Mohamed, c'est pas un prénom arabe. C'est pas un prénom français. Il y a Zineb. Justement, c'est pour ça. Et là, on aura fait la boucle de la boucle. C'est pas exactement ça qui lui a dit. Mais bon. On aura fait la boucle de la boucle. Ah bah si, Zemmour, il a dit à Zineb, c'est pas un prénom français. Non, il lui a dit ça, mais c'était pas exactement ça comme ça. Elle lui a dit surtout non, parce qu'elle a dit la France est assez grande pour s'y porter. Non, la France n'est pas assez grande. Elle lui a dit non, la France n'est pas assez grande. Et donc si Mohamed Sifawi arrive à faire croire à Éric Zemmour que Mohamed c'est un prénom français, alors là, bravo. Chapeau. En tout cas, il a changé de cible. C'est plus les islamistes, c'est plus les musulmans, c'est plus les femmes voilées, c'est les asiatiques. À tout de suite. LGF, le grand forum, ça s'appelle, en ce vendredi après-midi 22 novembre. Le temps passe vite. Monsieur Mami, on est en direct. En direct avec Monsieur Mami, Tarek Mami, oui, ça discute en antenne, hein, voilà. Tarek Mami, voilà, la vie continue hors pub. Voilà. C'est ça la classe. Hein. C'est ça la classe. Avec Audrey Pronosti qui va nous livrer un avis tranché, poignant dans un instant. Voilà, on a été en pleine répétition pour rien vous dire. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. Sabrina Sebaï aussi est de la partie. Et vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000 avant d'accueillir notre auditeur ou auditrice qui nous attend, parce que vous avez aussi la parole bien sûr dans cette émission. C'est ce qui fait un peu la spécificité du grand forum. Sans filtrage bien sûr. Alors tiens, un coup de gueule. À présent, c'est assez régulier d'ailleurs de Jean-Jacques Bourdin contre les hommes et femmes politiques. Écoutez plutôt. Je peux vous dire, quand on voit l'accueil qu'a Jean ici, je parle pas de moi parce que je suis modeste, quand je vois l'accueil qu'a Jean ici, je me dis qu'il y a ceux qu'on voit à la télé et puis il y a ceux qui sont dans le cœur des Français. Voilà, et comme disait Anaïs à l'instant, Nicolas Dupont-Aignan, c'est qui sans arrêt dit, je passe pas à la télé, mais il était chez nous il y a combien de temps? Il y a 9 jours, 8 jours. Non, mais j'en ai assez de ces hommes ou femmes politiques qui se plaignent, qui attaquent sans cesse la télé, mais qui ne rêvent que d'une chose, c'est passer à la télé. Il a raison, non? Il a raison. Non, mais c'est clair qu'il a raison, bien sûr. Mais bon, en même temps, il me fait rire aussi parce que lui aussi, il a besoin des politiciens pour faire ses émissions. Donc, d'ailleurs, on dit toujours que les journalistes et les politiciens font ce qu'on appelle le pas de deux. Voilà, on a besoin les uns des autres. Voilà, Mais sauf qu'il faut éviter de dénigrer. C'est-à-dire, on peut dénigrer les médias en général. Oui, mais on a le droit. Bien sûr. Mais quand on dénigre les médias, y compris France Maghreb 2, bien sûr, il faut dire pourquoi on dénigre le média ou les médias, mais il faut pas dénigrer les médias et courir derrière pour dire quand est-ce que je passe, monsieur. Oui, non, mais là c'était anecdotique ce que je disais. Alors
La cerise sur le gâteau, si je puis dire, pour terminer ce zapping, messieurs, dames, c'est Sifawi Mohamed. Oui, parce qu'il s'appelle bien Mohamed Sifawi. Alors je vous confirme avec Sabrina que c'est bien lui qui a fait détruire le restaurant chinois. Le restaurant chinois. Il avait enquêté, tel un bon journaliste. Et il avait donné des infos à la police. Et la police a détruit donc ce restaurant pour trouver la petite Estelle Moser, qu'ils n'ont pas trouvé. Et l'État, je sais pas, j'ai pas encore à relire l'article que Sabrina vient de vous envoyer, que je sais pas combien ça coûtait de l'État. Et à la limite, moi, ministre de l'Intérieur, parce que j'aime bien prendre les places des autres pendant quelques secondes de temps en temps, je retirerai les 2 gardes-corps, parce que ça coûte cher. Et je dis ça, c'est en compensation, parce qu'on a avancé pour toi. Il est sous protection policière. Hein. Ah oui, oui, comme beaucoup d'autres. Vous remarquerez que tous ceux qui insultent les musulmans, aujourd'hui, leur sécurité étant en danger, et vous avez notre cheikh, comment il s'appelle lui déjà? Chalgoumi. Voilà. Bon, j'ai pas dit, c'est vous qui avez dit, Christophe. Il y a Zineb aussi. Hein. Zineb, il y a celui-là. Bon. Zineb, ça remonte à déjà plusieurs années. Non, c'est 2015. 2015, après les attentats. Post-Charlie. Alors que Chalroumi, ça fait un bail. Et Sifawi, pareil. Ouais. En tout cas, le Béchir, lui, n'a pas de protection. Pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Et Tarek Obro non plus. Alors, Sifawi Mohamed, qui, vous le savez, se fait remarquer, s'illustre par ses remarques, par ses critiques vis-à-vis de l'islam, des musulmans, des femmes voilées, des islamistes. Il a trouvé apparemment un autre client. C'est les Asiatiques. C'était dans les grandes gueules sur RMC. Écoutez. C'est beaucoup d'Asiatiques et je veux pas stigmatiser l'ensemble de la communauté parce qu'il existe une minorité qui veut s'intégrer et qui a réussi à s'intégrer. Cela étant dit, la majorité des Asiatiques que j'ai fréquentés n'ont absolument rien à foutre de la communauté nationale. Et ils sont là pour quoi alors? Ils sont là pour gagner de l'argent. Ils vous le disent clairement. On est là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour payer les impôts. On n'est pas là pour participer à la vie sociale. On n'est pas là pour, participer à la vie politique. On n'est pas là pour embêter les gens. Donc, alors les discours sur l'intégration, être français, etc., ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Et je vais vous dire ce qui m'a frappé. Alors je pense qu'il y a quelques Asiatiques qui ont regardé le reportage sur TF1, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne regardent même pas la télé. Ils ne veulent pas regarder la télé, ils n'écoutent pas la radio, ils ne lisent pas les journaux, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe autour d'eux. Si on les voit dans le métro, ils lisent les journaux chinois, on les voit. Oui, les journaux chinois. Les journaux chinois, justement. Et ce communautarisme, moi, effectivement, m'énerve un petit peu parce que je ne pense pas que la France soit un pays qui puisse, s'accommoder de ce genre de Et pourquoi? Parce que système. finalement, j'ai envie de te dire, Mohamed, ils veulent qu'on leur foute la paix, et puis finalement ils semblent respecter les règles de notre pays, donc tout va bien. Non, c'est faux, parce que justement, c'est là où j'arrive aux voyous et à la délinquance asiatique et au milieu asiatique. Le milieu asiatique existe en France. Bon, ça suffira, je pense. Hein. Alors, quand quelqu'un commence à vous dire il, et que c'est la minorité qui est bonne et la majorité qui est mauvaise, achetez un Kleenex. Non mais comment est-ce qu'on peut partir de quelques exemples et en faire une majorité, des généralités comme il le fait? Moi je trouve ça scandaleux déjà, franchement. Il n'est pas prêt d'aller manger dans un restaurant chinois celui-là. Non mais comme s'il avait... il n'est pas connu chez les Chinois parce que les Chinois ne regardent pas la télé. Donc ils vont pas regarder sa gueule. Ouais, vous avez raison. Non mais c'est quand même incroyable d'aller sur des plateaux et de faire des généralités comme ça et de parler de communauté entière et de mettre tout le monde dans le même sac et de dire alors eux ils regardent pas la télé, eux ils s'intègrent pas, eux ceci, eux cela. Mais c'est ça qui divise aujourd'hui la nation. Mais il le sait très très bien. Tous ces débats nauséabonds auxquels on assiste au quotidien sur toutes les radios. Ils en ont fait un commerce, Sabrina, de cela. Bah oui, mais à un moment, il faudra aussi que chacun prenne sa responsabilité par rapport à ce qu'il par rapport à ce qu'il débite sur les plateaux, les chaînes d'infos, etc. Parce que à un moment, c'est aussi tout ça qui contribue à ce manque de cohésion à l'échelle nationale. Et on parle des musulmans. Alors maintenant, on passe aux asiatiques. Puis demain, ça sera une autre communauté. Puis les asiatiques, c'est un petit guillemet, une petite parenthèse. Ce soir, on repasse sur les musulmans. Pas tellement, parce qu'il y a aussi cette légende. En fait, on a aussi intégré, par exemple, moi, je suis élue en charge des questions de sécurité. Très souvent, et ça on le sait, pour le coup on a des chiffres, quand on a des agressions ou des vols avec violence, on sait que 6 personnes sur 10, ce sont de la communauté asiatique qui se fait agresser, par exemple sur des vols avec violence. Parce qu'on est parti d'un imaginaire, on a tellement fait croire que la communauté asiatique se baladait avec de l'argent liquide sur soi, qu'on a tendance à aller les agresser. Donc ce petit discours en sourdine, qu'on maintient toujours sur la communauté musulmane, sur la communauté asiatique, sur la communauté juive, etc., etc., tout ça, c'est un climat vraiment qui est vraiment pas, comment dire... c'est pas anodin, quoi. Mais non, c'est pas anodin, ça contribue aussi à tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, bon. Abdel est avec nous, bonsoir Abdel. Abdel?
Qu'est-ce qu'ils ont les auditeurs à se barrer dès que... Ils sont pas patients, Ils sont pas patients du tout. Voilà, pour le zapping en tout cas, dans un instant, on va parler un peu de ce qui se prépare en France. Vous savez que chaque jour là, il y a des nouvelles corporations, des nouveaux syndicats qui se rajoutent à cette grève du 5 décembre. Grève générale. Là aujourd'hui, il y a EDF, il y a la CFDT qui a annoncé hier. Elle est très attendue. La grève du 5 décembre. 5 décembre, pardon. La porte-parole du gouvernement, qui était l'invité de Bourdin ce matin, a parlé d'une étape. Il y en a qui parlent d'insurrection, d'autres qui parlent d'une peut-être une journée qui pourrait nous conduire à quelques semaines d'instabilité dans ce pays, de blocage total. On va voir, on va sonder un peu votre opinion dans un instant avec vous au 01 40 33 9000 avec Tarek Mami, Sabrina Sebaï et Audrey Pronesti. Mais avant toute chose, je vous propose de vous faire écouter maintenant un avis tranché, celui de Audrey Pronesti. Et bien on y va, jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché de Audrey Pronesti sur un instru de Hayam, le côté obscur, le titre de l'avis tranché, je t'aime à mort, à mourir. On a tous un côté obscur, mais certains provoquent de vraies ruptures. Le bien, le mal régissent le monde. Chacun choisit sa ligne profonde. Quand on bascule dans le côté obscur de la force, il faut s'attendre à des conséquences bien féroces. Et si la vie n'est pas toujours juste, tôt ou tard, le rappel arrive de façon très brusque. C'est une histoire comme tant d'autres que je vais vous raconter, une histoire qui pourrait être la vôtre, en apparence bien masquée. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient un bel avenir et des idéaux. Ils avaient de grands projets, convergeaient sur tous les aspects. Leurs sentiments étaient sans limite, tous aussi forts que la mélinite. Alors ils décidèrent de se marier dans une joie, un bonheur des plus sacrés. Leur vie commune était si prometteuse, une vie à deux si merveilleuse. Rien ne pouvait laisser présager par la suite que tout serait bouleversé. Le prince charmant de la dite demoiselle commença à prendre des airs de Machiavel. Elle ne se rendit compte de rien. Il avait des vrais talents de magicien. Sans s'en apercevoir, la lune de miel était finie. Dans son cœur à elle, leur amour était infini. On a tous un côté obscur, mais certains provoquent de vraies ruptures. Le bien, le mal régissent le monde, chacun choisit sa ligne profonde. Alors, mystérieusement, la jalousie s'installa. Entre eux, tout d'abord, la violence verbale s'immisça. Cet homme qui l'avait tant valorisé devint avec le temps son ennemi le plus avisé. Les compliments d'antan devinrent des reproches, comme pour venger une sensation d'anicroche. Celle qui était sa princesse ne comprenait plus pourquoi son bien-aimé de tendresse était dépourvu. Pris par un sentiment de culpabilité permanent, elle cherchait à l'apaiser incessamment et pourtant, toutes ses attentions restaient vaines, les lits de son cœur augmentaient sa haine. Elle ne savait plus quoi faire pour lui plaire, désespérée, prête à tout faire pour être exemplaire. Elle ne voyait plus sa famille, ses amis, seule comptait le bien-être de son mari. Et malgré tout, la dévotion de cette femme, cet homme finit par déraper de façon infâme. On a tous un côté obscur, mais certains provoquent de vraies ruptures. Le bien, le mal régissent le monde et chacun choisit sa ligne profonde. Alors, ce qui devait arriver arriva. La première claque qu'il lui infligea. Désemparé, confus et malheureux, il lui jura être perdu sans elle et honteux, que plus jamais il ne recommencerait, que plus jamais il ne la violenterait, et parce que profondément amoureuse, elle acceptait cette vie douloureuse. Un jour, apprenant une magnifique nouvelle, croyant que ça résoudrait cette vie conflictuelle, elle voulut lui faire une surprise, aveuglée par son emprise. Elle rentra un peu plus tard que d'ordinaire pour faire quelques achats subsidiaires. Elle voulait pour lui marquer le coup dignement. Elle était fière de faire les choses correctement. Mais lorsqu'elle franchit le seuil de la porte, son mari l'attendait, l'insulta comme une malpropre, ne lui laissa pas le temps de dire un mot, l'attrapa brutalement comme le font les animaux,
la traîna à terre par les cheveux avec la force inquiétante de celle de Barbe Bleue. Une scène si glaçante que personne ne pouvait la secourir. Sous les coups de cet homme, elle était en train de mourir. Jusqu'au moment de son dernier souffle, avant le pire, gonflée par les bleus déjà noircis, elle put lui dire, les yeux à peine ouverts, coulant de larmes desséchées, les dernières paroles de cette femme furent « Tu nous as tués, moi et notre bébé ». Très lourd, quand même, oui. Audrey Pronosti, pour cet avis tranché. Je t'aime à mort, à mourir. Voilà. Bravo, Audrey. Merci. Ouais, très émotionnellement difficile en même temps. Voilà. Oui, mais ça nous laisse d'ailleurs le temps de rappeler qu'il y a des marches, justement. Il y a la Motu demain. Oui, non, mais surtout, voilà. Il y a toujours une personne tuée tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Combien 139 137e, je crois. Ah, 137e féminicide. Voilà. Ouais. Et lundi, je crois, il y a un truc. Lundi 137, on a dépassé pratiquement. Il y a une manifestation à Mont-Solémine, voilà, lundi prochain. Et malheureusement, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, donc évidemment là, il y a des. Elles portent pas le voile, les femmes qui sont tuées. Ouais, non, et ceux qui les tuent ne portent pas de barbe non plus. D'ailleurs, j'ai lu aussi dans une étude que les hommes qui étaient des victimes avant avaient été des bourreaux. Oui. Ouais. 69% des hommes qui sont des victimes ont été des bourreaux avant. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, et ça s'explique de façon très logique, c'est que en fait, c'est le choc post-traumatique. C'est-à-dire que quand on a été victime d'un traumatisme, eh ben c'est souvent le cas qu'une personne, même si elle a subi, qu'elle a été la victime, il est fort probable que par la suite, elle reproduise ce schéma-là. C'est les hommes qui ont été martyrisés par leurs parents quand ils étaient gosses, les garçons, qui elles-mêmes reproduisent. Et pas, il y a les petits garçons qui voient leurs parents, leur père, frapper leur mère, qui reproduisent aussi le système. Schéma familial. C'est ça. Ouais. Après, c'est un sujet. Enfin, demain, il y a une manif à Paris, donc organisée par nous toutes aussi. Ah ouais, c'est nous toutes. Moi, j'ai dit Moutou, n'importe quoi. T'as confondu. 14h d'opéra, mais c'est vrai que c'est un sujet d'une extrême gravité. Alors, le gouvernement est censé nous faire des annonces suite au Grenelle qui a été organisé donc, le 25 novembre. Sur des annonces justement pour travailler ce sujet, mais aujourd'hui, quand on voit les statistiques, on sait que 80% des plaintes avaient été classées sans suite sur des femmes qui ont été victimes de violences. Donc on a vraiment, il y a tout un sujet, c'est-à-dire que la plainte finalement ce n'est que la première étape. Après derrière, qu'est-ce qui se passe pour ces femmes? C'est surtout ça. Et MeToo justement qui avait permis de libérer la parole des femmes. Autant aux États-Unis on a pu avoir des condamnations, on a vu des choses qui avaient changé. En France pour le moment rien. Donc en fait on a libéré la parole de certaines femmes qui ont été aujourd'hui jusqu'au bout des procédures avec aucune réponse quasiment derrière et pas de poursuite au niveau judiciaire. Donc c'est très compliqué en fait. Moi j'ai peur qu'on arrive à quelque chose qui est exactement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'avec toute une partie de libération de la parole et puis avec un plafond de verre finalement, ça, et qu'on recule complètement sur ce sujet. Moi je discutais avec une dame, c'était l'année dernière, avec une dame qui était concernée par ce cas-là. Son mari était violent avec elle. Alors évidemment elle était dans le déni et à un moment donné je lui dis mais est-ce que tu te rends compte que là en fait tu à la limite si toi tu te soucies pas de toi, tes enfants sont en danger. Oui. Alors elle me dit oui mais si je dis je pars, il va récupérer la garde des enfants et en plus moi j'ai pas de famille sur Paris. Oui, parce que ça c'est le pervers narcissique qui arrive à isoler. Il y a ça, voilà. Et puis c'est l'un des facteurs aussi qui font que les femmes restent parce que elles ne veulent pas briser la cellule familiale. Eh ben estimez-vous heureuse madame parce que nous sommes des agneaux, Tarek et moi. Oui non mais voilà. Oui heureusement et tant mieux. Alors moi j'ai l'avantage, je le dis à l'antenne, j'ai l'avantage d'avoir vécu le contraire de schéma à reproduire dans la violence. J'ai subi le bon schéma. Moi, je suis l'aîné des garçons, après 5 sœurs ou 6 sœurs. Oui, bah déjà. Donc j'ai été dorloté par les femmes quand j'étais gamin. Donc j'avais tout ce que je voulais et même des choses que je demandais pas qui venaient toutes seules. Et donc pour moi, mes sœurs, les femmes, ma mère, ce sont ceux qui m'ont aidé à grandir. Bien sûr. Donc je me vois mal après coup. Mais ça montre bien l'importance de travailler ces questions-là dès le plus jeune âge. Mais bien sûr, bien sûr. Alors on rappelle le numéro de téléphone. Oui, 39 19
119, donc le numéro national, numéro d'urgence Et on n'hésite pas à l'appeler, mais évidemment. oui, parce que Même si on est témoin, d'ailleurs. Il faut appeler, il faut porter plainte, il faut aller systématiquement, il faut entamer des démarches. Il y a plein de collectivités aujourd'hui qui travaillent ces sujets-là, qui mettent à disposition du personnel. Moi, ce qui m'a tué, c'est le dernier cas de la dame qui a été assassinée en Alsace, pour faire simple. En gros, j'ai pas retenu le nom de la ville. Dont la fille arrive 3 minutes après, assiste à la mort de sa mère, alors que les sapeurs-pompiers vont arriver dans la maison. Non mais attendez, les gendarmes ont donné comme justificatif qu'il l'avait déjà violentée il y a 15 jours et qu'on a conseillé à la dame de quitter sa maison, parce que c'est la maison de la dame, et qu'il vivait chez elle, et qu'ils lui ont dit le conseil qu'on vous dit, vous quittez chez vous, allez ailleurs. Au lieu de sortir, mais quand c'est comme ça, même par la force, il n'est pas chez lui, c'est elle qui est chez lui. Mais quand c'est comme ça, et donc on lui laisse la victime entre les mains pour qu'il puisse. Je suis entièrement d'accord avec vous, Tarek, mais quand c'est comme ça, il y a même plus de débat, c'est-à-dire que c'est l'urgence, c'est-à-dire que limite le gars, ok, il mérite d'aller en prison et je reste poli parce qu'on est à l'antenne, hein, mais limite donnons-lui tout, mais il aura pas sa vie. Il n'aura pas sa vie. C'est pour ça que je disais que la première étape, c'est vraiment la plainte. Mais une fois qu'on a poussé la porte du commissariat et qu'on a déposé cette plainte, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça. L'éloignement du conjoint violent. C'est ça. Tout le travail qui est fait sur le relogement. Parce que c'est de ça dont elles ont peur, les femmes. Non, mais elle est chez elle, celle-là, c'est encore pire. C'est l'encadrement. Bon, 17h47, je veux pas vous bousculer. Mais moi, j'ai le 5 décembre, là. Je voudrais qu'on en discute 3 minutes, s'il vous plaît. Alors, la porte-parole du gouvernement parle d'étapes, concernant ce 5 décembre. Il y a EDF, qui vient d'annoncer de se joindre à l'action du 5 décembre. Si on résume, donc ça nous fait tous les transports, les routiers, les tracteurs. Et vous avez vu qu'ils menacent de venir sur Paris, là, foutre le bazar mercredi prochain. Le 5 décembre, il y a tout le monde. Voilà. Les agriculteurs. Oui, ils vont venir en tracteur. Les tracteurs qu'on va s'amuser. C'est les gilets jaunes, en fait. Non mais d'habitude ils venaient à pied, maintenant ils viennent. Sérieusement, est-ce que c'est une journée, est-ce que le gouvernement a encore le temps d'éviter le chaos? Non, le chaos, je sais pas s'il y a le chaos, mais il a plus le temps de ne pas d'annoncer des choses pour éviter cette manière. Non, mais là, c'est inéluctable. Bah oui, là. Vous savez, la machine sociale, quand elle se met en route, personne ne peut l'arrêter. Elle peut réussir, elle peut échouer comme les gilets jaunes, mais personne ne peut l'arrêter. Bah, bien sûr. La CFDT, quand même, qui a pas l'habitude d'aller dans les grèves comme ça. Ils sont vexés, là, c'est ça, je peux vous dire. Disons que c'est pas les plus virulents. Non, mais parce qu'ils sont vexés. Parce qu'ils ont pensé jouer la petite marche pour être privilégié par Macron, par le président Macron et par la société politique actuelle au détriment de la CGT. Et ils n'ont pas été écoutés, donc il y a une espèce de petite vengeance quand même. Sabrina, on parle aussi d'insurrection. Je sais pas si on peut parler d'insurrection. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une très forte mobilisation des pareil qu'on la craint dans les palais. À la limite, je préfère qu'on soit préparé à des phénomènes violents, comme on les connaît depuis des mois maintenant avec la crise des Gilets jaunes. Mais de mon point de vue, la mobilisation, elle sera, en tout cas, elle sera très suivie. Bah oui. Et c'est important parce que depuis un an, on assiste quand même à une casse, notamment du service public. Enfin, ce ne sont pas que des 20 mots. Il y a vraiment la question du transport, la question des collectivités, enfin du service public en tant que tel, les hôpitaux, l'éducation nationale, même les services de police. Enfin, vraiment. Quand on en vient à mettre des pompiers face à des policiers quand même, lors d'une manifestation, enfin, ils ont quand même réussi à mettre tout le monde d'accord pour être dans la rue le 5 décembre. Ouais, c'est ça. En fait. Pardon de te couper parce qu'il y a une histoire qu'on m'a racontée pas plus tard que 2 jours et ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça scandaleux. Depuis le mois de septembre, c'est l'histoire d'un gamin qui a 10 ans et sa maîtresse elle est absente depuis 2 mois. Donc il a eu quelques jours et là depuis il est à la maison. Mais ça se passe dans le 93. Il a pas de remplaçante? Non, il n'y a pas de remplaçante, madame. Ils ont beaucoup de mal à trouver des remplaçants, mais en plus, là, c'est 2 mois ou 1 mois, mais parfois, c'est en perlé, donc on a court, puis pas court. Mais en plus, Seine-Saint-Denis, c'est le département, je faisais un papier là-dessus, où il y a le plus de problèmes par rapport aux dotations. Enfin, je rappelle qu'il y a eu un suicide d'une directrice d'école à Aubervilliers. À Pantin. 93 toujours. Voilà, dans 93 également. Donc, l'éducation nationale, en tout cas, les professeurs et les directeurs d'école tirent la sonnette d'alarme depuis des mois et des mois. Mais bien sûr, c'est une catastrophe. Alors ça, c'est le système qu'on appelle celui de la reproduction sociale, comme dirait le sociologue. Ça va me revenir, qui a écrit ce livre en 60 déjà. C'est-à-dire qu'en France, on a le défaut
d'envoyer les plus expérimentés dans les endroits les plus faciles socialement et chez les riches. La police, pour faire simple. Ils choisissent. Non, mais c'est la règle. Et tous les débutants, on les envoie dans les endroits où il y a le plus de difficultés. Ce qui fait qu'un institut qui sort de l'école, lui, il va se retrouver dans le 93 et c'est lui qui va partir à la retraite à 2 mois après. On l'envoie, lui, dans le 16e arrondissement. Et vous êtes loin d'être un débutant, mon cher Tarek, parce que c'est l'heure de la pub. À tout de suite et dans un instant, le quiz. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour le grand forum en ce vendredi. Il est 17h56. J'ai promis de rendre l'antenne à l'heure aujourd'hui, donc s'il vous plaît, aidez-moi. Tarek Mami est avec nous, Audrey Pronosti aussi, et Sabrina Sebaï. Parmi les... d'ailleurs, Sabrina, en matière de quiz, t'es très en retard. Hein. Bah oui. Oh la pression. Très en retard, je veux dire. Voilà. J'ai un petit quiz, mais alors vraiment très simple. Vous allez voir. Alors la règle, je la rappelle parce que vous savez qu'elle a été modifiée 50 000 fois suite à de la mauvaise foi légendaire de quelques-uns de l'équipe, dont je ne citerai pas le nom évidemment. C'est Philippe qui appelle pour participer au quiz. Non, mais Philippe, il participera pas au quiz. Hein. Non, certainement pas. Il va dire. Non, il va dire. Voilà. Il va donner les réponses à travers le téléphone. Alors, je rappelle, je pose une question. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Si vous pensez avoir la réponse, vous répondez tout de suite. Donc c'est une question de rapidité. Ah. Mais par contre, si vous vous êtes trompé, on n'a pas le droit de la redire tant que les autres camarades ne l'ont pas dit. C'est ça, merci. Donc, tout le monde a compris, on y va, donc on perd pas de temps, c'est parti. Première question. Mes questions ont tout un rapport avec le 22 novembre. Assassinat de quel président américain en Kennedy. C'est Sabrina, je crois. Hein. Ouais. C'est Sabrina qui l'a eu. En 1963, et c'était à Dallas. Vous vous en souvenez, évidemment. Mais j'ai dit JFK. Ah bah oui, mais Sabrina l'a dit avant, je l'ai entendu. Parce que à l'enregistrement, vous verrez que c'était à égalité, mais bon. Ouais. 1-0 pour Sabrina Sebaï. Voilà. Deuxième question. Ça va jouer à la rapidité, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Qui démissionne du poste de Premier ministre britannique en 1990 Tony Blair. Non, en 90. Major. 1990. Major. Quoi, Major? Bah, il s'appelle Major. Non. C'est lui qui était avant Blair. C'était une femme. Ah oui. Thatcher. Oui. Ça compte pas, là. Non. Comment ça compte pas? Pourquoi ça compte pas? Thatcher. Margaret Thatcher. Qui donne une femme. Eh ben. Oh, n'importe quoi, Tarek Mani. C'est quoi ça? Elle est magnifique, celle-là. Un pour Audrey, un pour Sabrina. C'était comme pour Macron hier, quoi. Troisième question, Tarek Mani. Quel pays remporte la 5e Coupe du Monde de rugby en 2003? Australie. Non. Alors, Afrique du Sud. Non. Alors, Nouvelle-Zélande. Non. La France? Non. Il y a que c'est trois là. L'Allemagne? Non. L'Angleterre. Oui. Oh. Parce qu'il y a que 3 qui gagnent. J'allais dire l'Irlande. Monsieur Bami, vous êtes à égalité parfaite. Un partout. Égalité tous les avec trois. les femmes. Il a dit plusieurs fois sur Oui. Oui, mais il a le droit. Oui. Après, tant que la réponse n'est pas sortie. Alors que nous, c'est du premier coup. Oui, égalité avec les femmes, c'est déjà beaucoup. Hein. Un partout. Quatrième question. Fastoche. Je cherche un ancien président français. Non. Il n'a plus le droit de parler. Un ancien président français. Les deux n'ont pas le droit de parler. De 1950. Oui, absolument. René Coty. Non, mais les deux n'ont pas le droit de parler de toute façon. Bah, ça y est, je sais. Taisez-vous. Non, mais elle a déjà parlé. Non. Elle n'a plus le droit de parler. Non, mais je sais. Elle a plus le droit de parler. Non, mais les dates, ça y est, je sais. Oui, mais. Je cherche. Est-ce que je peux finir ma question? Bah oui, moi j'ai le temps de réfléchir. Je cherche un ancien président français qui fut président de 1953 à 59. Il s'appelle. Mais je sais. 53, 59. Oui, il est né le 20 mars 1882. Mais je l'ai. 53, 59. Alors, on avait De Gaulle. Non, avant De Gaulle. Mais c'est Pompidou. On a eu De Gaulle avant. C'est Pompidou. Oui. Non, pas du tout. Non, Pompidou, c'est 74. Il est mort en 62. C'est René Coty. Merci. Merci Sabrina. Bravo. René Coty, effectivement, est une bonne réponse qui donc fut. On a 2-1-1. Attention. Alors, dans quelle année? Alors attendez. Il a été président de la République française. Il est mort en 62, exactement. Il est né en 1882 et il fut président de 1953 à 59. Non mais moi la honte hein. Voilà. 59, la Constitution est de 58. Non mais c'est la 4ème République. Non mais voilà. Oui, voilà, bien sûr. Attendez. Mais ça arrive des fois de faire des amalgames. Et ben moi j'ai fait un amalgame. Bon, 2-1 pour Sabrina. Peut-être que Sabrina. Amalgamé. Attention, écoutez-moi bien pour cette dernière question. Je cherche un général
De Gaulle. Général de Gaulle. Mais non. Merci, Tarek Wahbi. Non, mais non. Je l'avais dit tout à l'heure. Là, je proteste. Non, il n'y a pas de protestation. Tiens, on a découvert Ennaoui Abdessalam en féminin. Ça, c'est Donc je termine ma question. Je cherche un général et ancien président français né en 1890. Je l'avais dit tout à l'heure. Non, tu comptes ma réponse. Mais non, mais c'est pas la même question. Mais t'es malade ou quoi? Ça, c'est pas une question, ça. Bon. Ça c'est un cadeau. Ça, c'est une réponse. Donc ça nous donne 2 à 1. 2 pour Tarek Wahbi, 2 pour Sabrina Sebahi et 1 pour Audrey Plenty. Ouais, bon, ça va. En fait, c'est tout le monde gagne. J'ai toujours la même question que je pose à Christophe, mais il refuse. Est-ce que je peux donner mes voix à Philippe? Non. Mais pourquoi Philippe? D'abord. Non, mais c'est pour monter la sauce. Bravo Sabrina en tout cas. Malheureusement, t'aurais pu essayer de la voir. Je l'avais, le général de Gaulle. Oui, mais même en avance. Dans la réponse. Oui, mais pas la même question. Bon, alors Sabrina, elle a appris comme Coluche comment ça marche. Elle donne les réponses avant que les questions arrivent. Exactement. Non, c'est Abdeslam qui m'a appris ça. 18h01, tout le monde dort. Merci à tous les trois. Et rendez-vous dès lundi avec une belle semaine de LGF qui se prépare à l'horizon. On recevra d'ailleurs un ancien joueur du PSG et de Manchester City dans les rendez-vous d'Anna lundi prochain. Puisqu'on parle de PSG, j'y vais direction le Parc des Princes ce soir pour le PSG Lille. Bonne soirée à tous. Oh la chance. L'actualité tout de suite de ce vendredi soir avec le journal de Sophie Terrence. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité ce soir. Emmanuel Macron a-t-il convaincu? Le président en déplacement à Amiens s'est frotté à la colère des ex-salariés de Whirlpool au chômage après une reprise ratée. Il est facile de tout mettre sur le dos de l'État, s'est-il défendu. Météo France prévient d'un fort épisode méditerranéen ce soir dans le sud-est. Nous faisons le point sur ce qui vous attend. Et puis, le foot. Toutes les stars de retour au PSG pour affronter Lille ce soir. L'entraîneur va devoir tempérer les égos de ses joueurs. Moi j'ai dit la vérité à Whirlpool. Est-ce que j'ai dit on va tous vous sauver, on va garder l'entreprise? Non. Je leur ai dit ceux qui vous disent ça vous mentent. Mais je leur ai dit on va s'engager pour vous. J'ai jamais dit l'État va sauver les emplois, c'est pas l'État qui va embaucher. Et vous venez donc d'entendre Emmanuel Macron, échange très tendu ce matin entre le chef de l'État et les anciens salariés de l'usine Whirlpool. 163 d'entre eux sont aujourd'hui sans emploi après le fiasco de la reprise qui a suivi l'élection présidentielle. Le chef de l'État a promis que le combat a continué et assuré à ses interlocuteurs de revenir l'an prochain. On écoute la réaction de l'une des salariées de l'ancienne usine, encore aujourd'hui au chômage. On est soulagés parce que quelque part on a pu lui dire ce qu'on pensait. On a un petit peu vidé notre sac parce que on accumule depuis, moi ça fait 2 ans depuis Whirlpool et j'ai toujours pas retrouvé de boulot d'ailleurs. On avait besoin de lui exprimer notre mécontentement. Il l'a entendu. Maintenant, il nous a refait des promesses. On espère le revoir dans 1 an avec le champagne. Nous, on aurait voulu qu'il nous dise j'ai échoué. Il a admis qu'il y avait eu des défaillances, mais il nous a pas dit que personnellement il avait échoué. Ça, c'est le plus grand regret qu'on a. Et le chef de l'État a aussi annoncé la mise en place d'une cellule psychologique pour aider les salariés à la reconversion. Ils disent en avoir ras-le-bol. Les agriculteurs veulent bloquer les accès de Paris mercredi prochain. La FNSEA annonce que 1000 tracteurs convergeront vers la capitale pour verrouiller les accès routiers. Lors de la dernière journée d'action le 22 octobre, les paysans s'étaient rassemblés devant les préfectures de la France entière. Autre mobilisation demain partout en France contre les violences faites aux femmes. Les associations demandent des actions fortes et rapides pour lutter contre la vague de féminicides qui frappe le pays. Depuis le début de l'année, 137 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit une femme tous les 2 jours. Dans le reste de l'actualité, le détenu djihadiste Bilal Taghi, condamné à 28 ans de prison, assorti d'une sûreté des 2/3. Il avait tenté d'assassiner 2 surveillants de la prison d'Oni dans le Val d'Oise en 2016. Il s'agissait alors de la première attaque terroriste en milieu carcéral. Un épisode de forte intempérie attendu ce soir et demain dans le sud-est. C'est surtout cette nuit que les précipitations risquent d'être les plus intenses. Alors qu'est-ce qui nous attend réellement et quels sont les départements concernés? Précision avec Loïc Spadafora, il est prévisionniste chez Agathe Météo. Les précipitations vont se renforcer progressivement au cours des prochaines heures sur l'ensemble du relief cévenol et par extension, nous concernerons également les plaines intérieures du département du Gard, voire également aussi une partie du département de l'Hérault. Et parallèlement à ces précipitations sur le relief des Cévennes, on aura des précipitations également très soutenues du côté de la Provence et de la Côte d'Azur, notamment sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes, avec effectivement des risques d'inondation, notamment en bordure littorale. Les cumuls de pluie finalement attendus sur l'ensemble de l'épisode pourront atteindre 200 à 250 mm sur les Cévennes. Il en sera de même sur le Var et les Alpes-Maritimes, qui correspond à 1 à 2 mois, voire même localement 3 mois de pluie. Des propos recueillis par Pauline Guerguil.
11 départements sont en vigilance orange ce soir. L'Aveyron pour risque de crue, l'Hérault, la Lozère, le Gard, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var pour orage, pluie et inondations, la Drôme, la Loire et l'Isère à cause du vent violent. 8 adolescents sur 10 ne font pas assez de sport, au moins 1 heure d'activité physique par jour. Voilà ce qui ressort du dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Les jeunes Français sont 110e sur 146 au classement mondial. Le Bangladesh est premier du classement et la Corée du Sud est dernière. Un mot de foot et le retour de la Ligue 1 ce soir après la trêve internationale. C'est PSG Lille qui va donner le coup d'envoi de la 14e journée. Match qui sera marqué par le retour de Neymar, absent depuis 5 semaines. Le Brésilien est dans le groupe. Paris peut donc compter sur toutes ses stars. Et Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, va devoir gérer les égos des uns et des autres. Pas simple. C'est un grand défi que tout le monde, vraiment tout le monde pense pour l'équipe. Mais honnêtement, c'est normal. Si vous êtes un joueur, un grand joueur, égoïstique, c'est pas une chose négative seulement. C'est aussi normal. C'est aussi une chose qui peut donner énergie pour l'équipe aussi. Mais oui, c'est un défi. Mais si c'est un problème, je ne sais pas. Tout le monde est là et on a de grande concurrence. Et tout le monde doit montrer qu'il veut jouer. Après, c'est à nous de contrôler l'équipe, si c'est possible. PSG Lille, c'est ce soir à 20h45. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir essentiellement de l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.